d'être là. Je voulais prendre le centre tout à coup. On va laisser la place à notre auteur, Michel-Marc Bouchard. Merci d'être là. Si jamais ça vous intéresse de vous avancer davantage, ça ferait plaisir. D'autant plus que, oui, les lumières vont baisser un peu, alors on va moins vous voir. Mais on vous sent, en tout cas. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez quand même prendre les premières places. Je pense que Michel-Marc Bouchard n'a pas besoin de présentation. De toute façon, c'est pas moi qui ai fait, c'est vous. Je laisse la parole à la personne qui est à ma droite. Chère Lorraine Pintal, merci, merci. Excuse-moi. Mais non, c'est très bien, ça donne le ton. Moi, les lumières s'éteignent, je parle, tu sais. Ça donne le ton de la soirée qui est vraiment sur le mode de l'échange, de la conversation, de la connivence entre vous deux et le public qui déjà, à mes yeux, est noyé là, dans une masse sombre, ce qui est très bien, ce qui sera aussi le cas pour vous à cause de l'éclairage. Donc, je me présente Marie-André Lamontagne. Merci d'être là. Très brièvement, je suis écrivain, membre de l'Académie des lettres du Québec. Et si nous sommes ici réunis à la Grande Bibliothèque pour la tenue de cette activité, c'est parce qu'il s'agit d'une des deux activités annuelles, des grandes activités annuelles que tient l'Académie des lettres du Québec. L'Académie des lettres du Québec, c'est l'un des foyers d'où rayonne et vit et s'exprime la littérature au Québec. Et nous sommes tout particulièrement heureux d'être ici dans cet autre foyer littéraire qui est la Grande Bibliothèque Vaisseau Amiral de BANQ, comme vous le savez tous, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. À cet égard, nous remercions aussi Jeanne Pinchot de BANQ qui a veillé de près non seulement à l'organisation, mais à la co-création de cette soirée, parce que c'est vraiment une co-création entre BANQ et l'Académie des lettres du Québec. Mon collègue, dans un instant, vous en dira davantage, avec notre collègue Louise Dupré, qui est ce soir retenue à l'étranger en raison de la parution en allemand d'un de ses livres. Donc, elle est en Allemagne, ce qui n'est pas triste, là, mais elle pense à nous. Il faut aussi savoir que la rencontre de ce soir est réalisée avec deux autres partenaires, le Festival littéraire international Métropolis Bleu, dont il se trouve que je dirige la programmation, et le Salon du livre de Montréal. Donc tout ça, c'est un peu le jeu des poupées russes là, qui s'emboîtent et qui donnent cet écrin, ce cadre. Donc la rencontre de ce soir s'inscrit dans le cadre de la vitrine de Métropolis Bleu au Salon du livre de Montréal. Et le Salon du livre de Montréal, on est particulièrement dans cette série qui s'appelle « Le Salon dans la ville ». Donc, le salon s'éparpille un peu partout. Alors, voilà pour les précisions liées au contexte. Je vous ai parlé de l'Académie des lettres du Québec. Alors, avant de vous présenter les invités de ce soir qui se sont déjà manifestés, ce qui est très bien, je vous propose d'entendre Gérald Godet, président de l'Académie des lettres du Québec et écrivain, bien sûr. Bonsoir. Nous nous retrouvons à la Grande Bibliothèque pour un échange dans ce lieu de haut savoir, fait pour cela la grandeur, l'écoute, la rencontre, l'intelligence du désir, des émotions et de la volonté d'être et d'être beaucoup, dirait Victor Lévy-Beaulieu, dans leur face-à-face avec le possible et l'impossible. Tout est en place, a déjà écrit Michel-Marc Bouchard, pour nous protéger des autres et de nous-mêmes, et de la parole et du silence, et de la vie et de la mort. Fin de la citation. Or, tout son théâtre et tous les livres que l'on retrouve dans cette grande bibliothèque montrent justement qu'on n'est pas à l'abri de la mémoire qui fait retour et ébranle fortement le monde intime, familial ou social tel qu'il va. Car si nous sommes habités de mille voix, comme le dirait Marie-Claire Blais, c'est bien cette place que nous croyons occupée de façon plus ou moins illusoire qui se met à vaciller et à basculer dans ce que nous lisons et écrivons. Parce que cette place, c'est fondamentalement celle du désir,
avec ce qu'il porte d'inavouable et d'inavoué, de turbulence et de méprise et de tendresse et de splendeur. Se taire, garder silence. Si l'on en croit tous les livres qui occupent cette grande bibliothèque, particulièrement ceux qui ont été écrits par les écrivaines et les écrivains membres de l'Académie des lettres du Québec, voilà ce qui semble impossible. Et se taire, garder silence, voilà ce qui semble depuis toujours impossible dans l'univers de Michel-Marc Bouchard et bien sûr dans celui de Lorraine Pintal. Parce que, comme nous toutes et nous tous, il et elle font un pari sur la beauté d'être ensemble. En 2024-2025, l'Académie des lettres du Québec fêtera ses 80 ans, en offrant ce soir une activité qui nous invite à nous pencher sur l'œuvre d'un dramaturge de la trempe de Michel-Marc Bouchard. L'Académie des lettres du Québec, qui a co-créé cette activité avec BANQ, se tient là où elle doit être, c'est-à-dire à la hauteur de ses ambitions et de tout ce qu'elle peut offrir comme espace d'accueil, de passion et de réflexion. Elle montre surtout, une fois de plus, sa pertinence dans notre société qui a besoin plus que jamais d'une pensée exigeante qui ose la complexité, la nuance et l'amplitude et la poésie. Michel-Marc Bouchard est dramaturge, il est membre de l'Académie des lettres du Québec. Il sera interviewé par Lorraine Pintal, cette immense metteur en scène et directrice, bien sûr, du TNM. Voyons. Excusez. Bon. Je pourrais. On ne savait pas comment. Elle pourrait, je vous donne. Et pourquoi l'année prochaine ne fêterions-nous pas avec le TNM? Pourquoi l'Académie ne ferait pas quelque chose en collaboration avec le TNM? Je lance l'idée. Ça pourrait être à la hauteur de ce que nous sommes tous et toutes. Je tiens à remercier évidemment BANQ de nous recevoir en ces lieux pour avoir co-créé cette rencontre en partenariat, bien sûr, avec Métropolis Bleu et le Salon du Livre de Montréal. Alors, bonne soirée. Merci Gérald Godet. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Et il est tout simple, hein, mais il offre toutes sortes de possibilités. Il va ouvrir sur toutes sortes d'avenues que nous ne soupçonnons pas pour le moment. Et ça fait partie j'oserais dire, de l'excitation de cette conversation à venir. Alors, il s'agit d'un grand entretien. C'est la formule du grand entretien avec le dramaturge et écrivain Michel-Marc Bouchard, incidemment membre de l'Académie des lettres du Québec. Sa réputation, vous le savez, dépasse largement les frontières du Québec. Il a écrit plus de 25 pièces de théâtre, traduites en plus de 20 langues, plusieurs fois primées au pays et à l'étranger. Il lui fallait une interlocutrice de qualité, à la hauteur du sujet. C'est Lorraine Pintal, directrice du Théâtre du Nouveau Monde, femme de théâtre, qui a signé des mises en scène, femme de communication aussi. Alors, je sens que la conversation se place sous les meilleurs auspices. La formule, vous la connaissez. Alors, ces deux-là vont s'entretenir pendant, je dirais, 1 heure à peu près. Après quoi, vous pourrez vous joindre à la conversation par vos questions et je dirigerai cette période de questions. Dans l'intervalle, je vais m'asseoir là, bien tranquillement, bien silencieusement, et je vous écouterai converser tous les deux. Donc, place à Michel-Marc Bouchard et Lorraine Pintal, Mémoires et violences, le grand entretien. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci encore d'être là, présente ce soir. Déjà, il y a une surprise en partant. À la demande de Michel Marc, vous allez entendre une écriture inédite ce soir. Alors, je te laisserai la contextualiser à ta guise, mais c'est tout nouveau, c'est tout chaud. Personne n'a rien entendu jusqu'à maintenant, donc à toi l'honneur. Bonjour à tous. Je me disais ces jours-ci que c'est intéressant de me poser des questions sur mon cheminement, sur mon travail et tout, mais que finalement, il n'y avait pas d'extrait, puis on ne rentrait pas dans l'écriture. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait, dans le sens que c'est la première fois que je tente d'écrire un roman. J'ai fait du théâtre toute ma vie. Alors, je vous apporte ce soir un fragment de roman très court,
Voilà, je tenais à vous l'offrir. À 13 ans, je suis en charge, après boucherie, de nettoyer la salle principale de l'abattoir familial. L'entreprise qui m'est destinée par legs, par droit d'aînesse. Une perspective qui, paradoxalement, apporte son lot de fierté dans les yeux de mon grand-père, mais une lueur d'horreur dans ceux de mon père. Déjà plus jeune, le soir, je me sauvais avec les clés de l'autre abattoir, le vieil abattoir, encore plus sinistre que le nouvel. Il était fermé par une porte de bois défraîchie, vert forêt, rongée au bas par la vermine. La grande salle à l'intérieur était éclairée par quelques ampoules funestes, sol bétonné, craquelé, traces de tuerie quotidienne. Au plafond, un énorme crochet retenait des chaînes aux mailles immenses où l'on suspendait l'animal qu'on égorgeait sans l'électrifier, sans lui électrifier le cerveau, en toute conscience. Là, d'un coup de masse asséné avec force, on le rendait KO. Même le plus féroce des bœufs, KO, avant de le pendre par les pattes de derrière et lui trancher le cou, KO. Là où les hommes bourreaux, parfois, recevaient un dernier coup de patte dans les côtes, là où leur visage, constamment maculé de sang, laissait entrevoir des sourires complices. Aucun malaise ne paraissait. La collégialité de l'acte les dédouanait. Si parfois leur toux trahissait leur inconfort à la mise à mort d'un taureau magnifique ou d'un jeune veau aux yeux innocents et tremblants de peur. En arrière-plan, mon grand-père, le patriarche, le parrain, chapeau soudé sur la tête, auréolé de fumée de cigare, les bras croisés. Les grandes portes ouvertes derrière lui donnaient sur le magnifique paysage du rang des chicots au vallon vert ceinturant la rivière au huard. À ses pieds, des rouges, des bleus, des roses, des mauves et des violets. Estomac, panse, intestin, rein, cœur. La couleur d'un étang de viscères et de têtes tranchées couvertes de mouches. Quand j'entrais dans ce lieu désert, le soir, une fois la boucherie terminée, tout y était si silencieux, trop silencieux, comme si le silence avait avalé tous les râlements de la journée. Je m'enfermais alors dans l'une des chambres froides, la moins froide des deux, et là, l'écho du ciment était splendide. Je m'étendais sur le sol, j'ouvrais les bras et je chantais. Comme un soleil, comme une éclaircie, comme une fleur que l'on cueille entre les orties. Il doit venir comme vient le beau temps. Il doit venir comme vient le printemps. Je n'ai jamais su si c'était pour chasser les démons ou redonner un peu d'humanité à cet endroit ou me réconcilier. Merci. C'est en chantier. Et alors, est-ce que tu nous annonces ce soir à quel moment le roman va paraître? Je sais pas, 2030, 31. C'est quand même pour moi, j'ai toujours écrit des dialogues, j'ai toujours écrit pour le théâtre. Je viens du monde de l'oralité, non pas de la prose, non pas de la grande littérature. Et pour moi, c'est vraiment un immense défi. Premièrement, d'aborder le jeu. Au théâtre, je n'ai jamais abordé le jeu. C'est eux, ils, elles. Ce sont des personnages qui dialoguent. Il n'y a pas, dans mon théâtre, la présence du narrateur. Alors maintenant, je dois... Et c'était une demande de mon éditeur. Puis il m'a demandé, ce serait intéressant qu'on sache un peu d'où ça vient. C'est quoi les repères, c'est quoi l'origine et tout ça. Alors, j'ai trouvé ça, au début, j'étais justement en réaction face à ça, face au jeu. Je dis, il y a tellement de jeux dans notre société que moi, je vais aller ajouter mon jeu, dans le sens qu'il manque tellement de nous. Alors, c'est après avoir, je sais pas, m'être battu avec cette idée-là de me mettre à nu,
déjà là, que j'ai plongé dans cette écriture que j'aime beaucoup. Et à travers mon travail, c'est un peu mon parascolaire présentement. J'écris par temps libre un roman qui raconte finalement, oui, sans pudeur d'où je viens. Et donc, autobiographique. Absolument. Complètement, complètement. Absolument. Parce que, bien sûr, on sent déjà un peu ce que Tom à la ferme est devenu, en fait, là. C'est à rebours, mais c'est comme un peu le monde de Tom à la ferme aussi. Oui, il y a toujours eu, par rapport au théâtre, une dimension de transposition. Il fallait que je transpose. Et d'une façon, je pense, je ne sais pas si c'était un masque ou n'importe quoi, mais je gardais enfoui une certaine, je ne sais pas, un moteur dont je ne voulais pas avouer l'existence à travers ce que j'écrivais. Alors, ce que j'écris, oui, il y a des parcelles de ma vie, mais c'est vraiment des parcelles. Et souvent, ce qui est drôle, c'est qu'elles m'apparaissent en représentation. Pendant que ça joue, ça fait « Ah, ben là, je le vois ». Alors qu'il y a eu cette espèce de réserve tout le long de l'écriture de ne pas aller sur... Parfois, oui, j'écris sur ce que je pense de ma société, à travers les personnages, et des fois, je trouve que le jupon dépasse, dans le sens que j'y vais à fond, puis c'est comme, je suis plus sûr que c'est le personnage qui parle. Mais il y a toujours eu cette espèce d'écran, je me suis toujours plu dans la convention du théâtre de me masquer. Mais ça vient, en fait, on va remonter le temps, là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour qu'on découvre davantage d'où te vient cette passion de l'écriture. Mais au départ, c'est le théâtre, et c'est le théâtre, là d'où tu viens. Donc, explique-moi, tu as fait partie d'une troupe de théâtre? Est-ce que tu as joué? As-tu été jusqu'à mettre en scène? Donc, j'imagine que le dialogue, il vient de là aussi, là, l'idée d'écrire en dialogue, et non pas simplement au jeu, mais de faire parler des personnages. Je ne sais pas je parle aux jeunes, aux étudiants du théâtre. Le théâtre, c'est toujours faire comme si. C'est une question de jeu. Et le jeu commence dès l'enfance. Et très tôt, mes professeurs au primaire m'ont rappelé que je faisais des spectacles. C'est pas que j'avais envie de jouer. Non, je faisais des spectacles. Je disais, bon, tu vas aller là, tu vas aller là. Et très, très jeune, il y avait cette façon de vouloir absolument recréer un monde parallèle. Et non pas être dans ce monde dont je vous ai un peu livré la teneur, mais c'était puissant. C'était puissant. C'était pour un enfant d'apprivoiser tout de suite la mort en masse des animaux. Et c'était ce moment où je voyais passer l'animal de vie à trépas. Et c'est comme, oui, ça fait partie de ma culture à un moment donné, mais je pense qu'il y a toujours eu un rejet par rapport à ça. Et alors, ce qui fait que toute cette transposition du monde-là, de jouer avec cousins, cousines, des séances, fait en sorte que ça a comme été une continuité. Je trouve que notre monde a beaucoup formaté les choses en disant, bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux jouer? Ah oui, il faut absolument que tu ailles dans une école. Non, je ne viens pas de cette traduction-là. Tu veux jouer? Joue. Tu veux écrire? Écris. Et non pas de voir la planification de ce que ce sera. Je pense qu'il y a... Des fois, je trouve que par rapport aux enfants, on doit nourrir la curiosité qu'ils ont. Et des fois, je trouve que tout le modèle d'éducation oublie cette notion-là fondamentale que si, je veux dire, l'enfant a une fascination pour les pyramides d'Égypte, ben écoute, nourrissez-le, puis il va peut-être devenir le plus grand égyptologue qu'il n'y a pas. Mais c'est sûr que ça ne s'inscrit pas nécessairement dans quelque chose, dans un parcours qui est plus normatif, je dirais. Alors, ce qui fait que, oui, écoute, j'ai vraiment d'écrire une pièce parce qu'il fallait graver sur papier les jeux. Ce qui fait que la littérature est venue à moi plus tard, mais je ne suis pas allé au départ vers la littérature. Je le répète ad nauseam, dans le sens que je ne viens pas d'un monde où il y avait une grande culture. Je viens d'un rang au Lac-Saint-Jean, assez isolé, où il y avait une tablette de livres, dont Les Chambres de bois d'Anne Hébert et La sexualité expliquée aux enfants. Et l'Encyclopédie de la jeunesse Grolier, il ne faut pas oublier. Alors, ce qui fait que c'était ça, la littérature, ce qui fait que je viens vraiment d'un monde de l'oralité. Pas vraiment de roman à l'index, par exemple. Hein? Avais-tu accès, parce que nous, on a tous eu accès à des romans à l'index en se les passant en dessous des pupitres? Ah non, on n'avait même pas de même roman. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il n'y avait pas... Comment je peux dire donc? On gérait la misère.
on gérait l'indigence, on gérait le quotidien dans le travail. Alors, ce qui fait que c'était vraiment, comment je peux dire, la colonisation. Moi, OK, là, je suis en train de mon âge, là, mais ma grand-mère, mes grands-parents faisaient partie de cette notion-là de colonisation. Alors, ce qui fait que c'était une culture de l'instinct, c'est-à-dire qu'on préparait l'hiver, on préparait le printemps, on préparait l'été, on allait à la chasse l'automne. Il y avait quelque chose qui n'était pas... Il n'y avait pas de place pour, si on peut dire, cette soif d'une culture ou d'une autre culture. Il y a une de mes oncles qui est décédée récemment, Alain Bouchard, qui... j'ai compris qu'on pouvait s'échapper parce qu'il a voyagé, il envoyait des cartes postales, de Paris, et pour moi, c'était comme c'est possible ça. Mais c'était au niveau de la lecture comme telle, c'est beaucoup plus au séminaire où là, un jour, ça aussi je le répète beaucoup, j'ai eu le choc de lire La Belle Bête de Marie-Claire Blais. Ah ben oui. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais vraiment pas tout seul. Et que tu allais écrire. Non, je ne sais pas si j'allais écrire parce que je poursuivais dans cette idée de monter sur scène mes fantasmes, mes récits, mes contes, mais pas avec aucune prétention de littéraire. C'est à 18 ans, lorsque, au Cégep de Matane, Il y avait une troupe amateur. La troupe amateur du Cégep Oui. que j'ai comme fondée, et j'ai écrit 3 pièces à ce moment-là. Une pièce qui s'appelait, vous pouvez rire quand vous voulez, une pièce qui s'appelait Mortadelle, qui était sur le fromage. sur cette notion que les dieux et Dieu étaient mortels. J'ai 16 ans. À 17 ans, j'écris Angélus, qui est une pièce où l'angiosphère, OK, comme la couche d'ozone, a disparu. Alors, les anges tombent. Et sur Terre, il y a eu comme une forme d'apocalypse et les humains vivent en dessous de la Terre. Et il y a une espèce de papesse qui est une humaine, que la seule qui a survécu, qui mène tout le monde. Ça durait 3 heures. Ça a été joué. Oh mon Dieu! Joué, oui, monté. Et tu l'as monté? Oui, puis en plus de ça, ben, je me serrais les chaussures. On a fait à l'époque, ça s'appelait le Printemps des Cégeps, qui est devenu Cégep en spectacle et tout ça. Puis Matane, on avait eu, parce que ça avait tellement bien été le show, qu'on est parti pour, je pense, c'est Sherbrooke. Écoute, on a été, mais c'est un triomphe. Et la revue Mainmise, OK, je ne sais pas si vous connaissez Mainmise, j'ai 17 ans, j'ai 4 pages dans la revue Mainmise. Je suis à Matane. Et après ça, la dernière pièce a été Dans les bras de Morphée Tanguay, qui raconte l'histoire de... C'était une satire sur l'éducation des enfants. D'ailleurs, un moment donné, on chante cette jolie chanson « Je suis un fœtus qu'on aurait dû avorter, car donner naissance aux enfants du ciment, c'est d'oublier que Dieu avait mal jugé qu'il aurait dû laisser seuls Ève et Adam. » Oh là là! J'ai 18 Hey, les ans. enfants du ciment, c'est pas loin de ta chambre froide. Ouais. Où tu J'ai te... 18 ans à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est une pièce qui raconte, premier acte, c'est Morphée qui est assujetti à quelque chose de très formaté dans son éducation. Et à 16 ans, elle décide de se jeter devant une voiture. En deuxième acte, on reprend toute l'histoire, mais à l'intérieur de son cerveau. C'est-à-dire les gamètes mâles, les femelles, la frustration, très, très, très métaphorique. Et le dernier acte, à la fin du deuxième acte, son cerveau voit qu'elle est en train de se jeter sur une voiture. Et le troisième acte, c'est son coma. Ça veut dire que son monde réel est avec son monde... Imaginaire? Bon, enfin, comateux, là. Dans la tête. Alors, OK. voilà. Alors, ce qui fait que, finalement, parce que c'est vraiment le rapport à l'écriture comme tel, le rapport à l'édition, le rapport à la littérature, en tout cas, dans mon cas, mais je ne vous mens pas l'ensemble. Après ça, bien sûr, je me suis abreuvé de tout ce que je pouvais lire, après La Belle Bête particulièrement. Mais mon rapport à l'écriture, en ce qui me concerne, c'est à 21 ans, quand le MEAC publie ma pièce « La contre-nature de Chrysippe Tanguay ». Bien, dans le titre de la pièce que dont tu viens de nous parler, il y a Tanguay. Oui. Est-ce que c'était déjà un annonciateur de Chrysippe Tanguay? Oui, et les Muses orphelines aussi, c'est des Tanguay. C'est des Tanguay aussi? Ah oui. Oui, disons... D'où ça vient, les Tanguay? C'est un monde qui questionne beaucoup l'enfance. Alors, ce qui fait que Tanguay, je trouve ça intéressant comme nom, Oui. mais j'ai pas de base comme telle ou sérieusement. Et j'ai même pas pensé à l'époque parce que
gay n'était pas vraiment utilisé. Quand on les appelant temps gay, finalement, il n'y avait aucune relation. Aucune allusion, oui. Ouais. Alors, c'était vraiment un monde où je décrivais beaucoup plus le rapport à l'enfance. Moi, tu dis la piqûre de l'écriture, en fait, elle est arrivée à 21 ans à peu près. Au-delà de Marie-Claire Blais, qui n'a pas écrit tant de théâtre que ça serait quoi tes influences? Enfin, du moins, tes coups de cœur, tes coups de foudre, quand tout à coup tu découvres le théâtre? Ils sont arrivés tard. Ils sont arrivés à 23 ans quand j'ai fait l'université. Je ne savais même pas que le théâtre, ça pouvait se lire. Dans le sens que nous, même au cégep, on n'attaquait pas dans la littérature. Le théâtre était souvent l'enfant pauvre de la littérature. Oui. Dans le sens que, oui, on va beaucoup plus parler de la poésie qu'on va parler. Puis c'est sûr que le roman, la nouvelle, mais le théâtre comme tel, l'enseignement du théâtre n'existait pas vraiment. Ce qui fait que c'est surtout quand je suis allé faire mon cours en théâtre à l'Université d'Ottawa, où là, vraiment, j'ai été, écoute, complètement happé par... Totalement. Et là, j'ai découvert tout le monde. Oui, tous les auteurs. Toutes les époques. Est-ce qu'il y en a un en particulier ou une en particulier qui t'a marqué? La façon dont je travaillais Genet en théâtre, j'étais fasciné par Les Nègres de Genet. C'est le titre de la pièce. Ce qui fait que, oui, j'ai été fasciné aussi par Peter Weiss, par tout ce qui était un peu compliqué. Au niveau de la lecture, au niveau Mais c'est sûr que sur la scène, après ça, il y a eu Brecht, Shakespeare, Tchekhov. Et Tremblay est arrivé très tard. Ah, Tremblay est arrivé tard. J'étais à Ottawa. Et mes profs étaient tous européens. Alors, ce qui fait que quand on arrivait, même dans un cours d'histoire, j'ai voulu apporter le théâtre de Neptune, qui était quand même, parce que ça se situait quand même au 17e siècle, qui était le premier théâtre qu'il y a eu en Acadie, que bon... ça a été refusé. Parce que ça ne fait pas partie de l'histoire du théâtre. C'est plus tard que finalement, on est arrivé jusqu'à Tremblay, Dubé, Ducharme. Mais ça a été tard parce que ça ne faisait pas partie du corpus comme tel. Oui, voilà. Mais je commencerai alors, ou je continuerai avec tes pièces que je qualifierais, que tu qualifies d'atypiques. Bon, on connaît les dernières œuvres de Michel Marc, des grands succès d'ailleurs. Il y a quelque chose en toi qui veut parler au public et qui veut aussi consacrer le talent des metteurs en scène, des metteuses en scène et des acteurs et des actrices. On le sait que tu écris aussi des morceaux de choix pour les interprètes. Mais il y a eu un moment quand même, là, on va parler de Chrysippe Tanguay ou de d'autres, quand tu parles d'écriture compliquée, comme avec Peter Weiss, par exemple, c'était des écritures compliquées. Et c'est ce qui intéressait des metteurs en scène de l'époque, comme André Brassard, qui a été un des premiers à monter tes pièces sur une scène de théâtre, notamment le théâtre d'aujourd'hui. Mais d'où ça venait, cette... complexité intellectuelle et en même temps charnelle, parce que c'est très, très sensuel, Chrysippe Tanguay. C'est même, tu défaisais beaucoup de tabous à l'époque. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, là, je l'ai vu à la création, alors ça aussi, ça témoigne de mon âge. Pour raconter simplement l'histoire, ça s'écrit quand même, j'ai écrit en 1980, c'était déjà à Montréal, je pense en 82, 83. C'est l'histoire d'un couple homosexuel marié qui font une demande d'adoption. Je vous répète, nous sommes en 1983. Ce qui fait que oui, puis c'est une histoire assez complexe parce que il y a quelqu'un, une agente d'adoption, en passant, c'est vraiment pas un documentaire et c'est vraiment pas réaliste. la femme qui est là, présente, est dans une espèce de jeu de rôle où elle va jouer toutes les femmes déterminantes de leur vie aux deux hommes, mais dans une continuité narrative, c'est-à-dire qu'elle est là au réveil, c'est tel personnage, après ça, tel événement, tel... Et finalement, mon projet, c'était d'amener justement à faire en sorte que cette femme-là, qui, à un moment donné, se révolte et se sert de l'ensemble des personnages féminins pour les retourner contre eux, parce qu'elle est vraiment soumise depuis le début, mais... la difficulté stylistique, c'est de garder un parcours narratif qui fait que même ça change de rôle, c'est pas une nouvelle scène, non, on continue l'action. Ce qui était un défi extraordinaire pour la comédienne qui était Anne Caron. C'était Anne Caron. Qui l'a créé. Anne-Marie Cadieux l'a créé à Ottawa. Ah, oui. Voilà. Oui, mais défi pour le metteur en scène. Absolument, absolument, Oui. parce que c'était comment
faire en sorte que ce jeu de rôle que le personnage féminin joue soit facilement identifiable dans son jeu sans que ça devienne burlesque, sans que ça devienne... Et des fois, il y avait des glissements qui étaient extraordinaires dans le jeu des actrices. Ouais. Mais justement, ton rapport, puis on va parler de d'autres metteurs en scène parce que tu as quand même plusieurs œuvres qui ont été présentées ou mises en scène ou, signées par plusieurs formes de mise en scène. Mais l'importance d'André Brassard, parce qu'on va parler des Feuillettes aussi, ça, c'est probablement la pièce qui t'a mis le plus à l'avant-plan de la dramaturgie québécoise. C'est quoi ton rapport avec la mise en scène ou avec quelqu'un, justement, qui prend ton texte et qui a un dialogue de metteur en scène avec l'auteur que tu es aussi, donc qui questionne l'écriture? Je dirais une des premières choses que j'ai appris à l'université, c'était que l'auteur est mort. En théâtre, l'auteur est mort. Puis si tu ne pars pas de ce principe-là, qui est un principe d'humilité, parce que tu as décidé de faire un travail où tu abandonnes, c'est un travail d'abandon, parce que tu acceptes que le metteur en scène, les comédiens, parce que, je n'arrête pas de le répéter, c'est un processus de communication qui est un peu tordu dans le sens de théâtre, parce que tu l'écris et tu sais très bien qu'il y a des trous, il y a besoin de la représentation, mais la représentation, ça veut dire que tu es face à la lecture d'un artiste qui est un metteur en scène, qui va lui donner telle couleur, et en plus de ça, au casting, à la distribution, c'est une autre couleur. Alors, ce qui fait que comparativement, je ne sais pas, à la prose ou à la nouvelle, à la poésie, où tu as l'impression quand même que le lecteur est là, et il n'y a pas tant d'intermédiaires parce qu'il va évoquer, lui, les mots, ce que les mots lui apportent comme évocation. En théâtre, non. Alors, ce qui fait que, plus jeune, je montais mes pièces d'ailleurs, j'étais très jaloux, très, très possessif et après, j'ai comme compris qu'il y avait quelque chose de profondément vivant dans le théâtre. Dans le sens que l'œuvre n'est jamais fermée. Ça va se passer ce soir, ça ne s'est pas passé hier. Et qu'il y a toujours quelque chose, et après avoir été joué dans bien des langues, avec beaucoup de culture, avec beaucoup de metteurs en scène, ce qui fait que l'œuvre est toujours vivante. Elle est toujours modelée d'une autre façon. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai eu la chance, je pense aussi, d'avoir, comme au début, je dirais, mentor. J'ai eu André Brassard qui s'est intéressé vraiment à mon œuvre. Et en même temps, André... Je tiens à préciser, parce qu'il est parti il n'y a pas très longtemps, et je vais en parler avec émotion. J'ai connu André Brassard à Ottawa. Je finissais à l'université. Puis comme j'avais dit, le théâtre québécois n'existait pas véritablement à l'université. J'ai connu André, je n'ai pas connu Brassard. Ah oui. Et c'est lui qui s'est intéressé, qu'est-ce qui se montait dans la région, qu'est-ce qui s'écrivait, puis on a parlé de moi, tout ça. Puis c'est en le fréquentant que j'ai découvert, mon Dieu, c'est lui, Brassard. Mais notre relation a été basée sur une véritable, comment je peux dire, un désir qui n'avait aucun fantôme de carrière ou je ne sais pas quoi. Alors, ce qui fait que quand je suis arrivé à Montréal, là, je découvrais, puis je suis arrivé très tard à Montréal, mais mes pièces sont arrivées avant moi, et je découvrais quand je visitais, c'était quoi l'importance de Brassard et de son œuvre. Alors, il avait toujours cette façon-là. Dans le travail, André, c'était de... Tu sais, t'es jeune auteur, puis t'as envie d'être parfait, là. Et j'ai là, je vais la couper, celle-là. Il était là, non, tu coupes trop vite. Il dit, là, parce qu'on a un écueil, on pense couper, mais il dit peut-être que la clé est dans l'écueil. Et ça, c'était formidable. Parce que, justement, dans cette clé-là, dans cet écueil-là, ça m'a permis des fois d'enlever tout le reste de la scène et de faire en sorte que la scène est là. Alors ça, c'était... Et c'était un dramaturge aussi, ce qui fait qu'il était capable aussi d'intervenir sur le texte. Mais c'était formidable à 25 ans d'avoir une telle tape dans le dos aussi. Là. Oui, en effet. Puis je tiens à le dire, et tu peux ne pas écouter ce que je vais dire, mais parmi les auteurs dramatiques que moi je côtoie, mais... en général, Michel Marc a cette ouverture assez incroyable par rapport au regard que d'autres vont jeter sur ton œuvre. Tu es vraiment un travaillant. T'as ton œuvre, tu nous la déposes, là, tu nous la présentes à des gens. Et au fur et à mesure que les commentaires surgissent et que les impressions des acteurs même s'affirment, le regard que Michel Marc Bouchard lance aux gens à ce moment-là,
c'est comme si on sent que l'auteur est totalement un peu comme s'il était obligé d'abandonner son texte, mais en même temps, tu veux pas le faire. Donc, tu le gardes. Là, tu sais, on se dit, ça y est, quelques commentaires que je passe, ça passera pas. Et le lendemain, ça recommence. Et là, tu réécris. Et là, tu recommences. Et là, tu réécoutes. T'entends tes textes, tu les fais lire, t'entends le metteur en scène et tu recommences et tu réécris. Écoute, c'est quoi la version, le nombre de versions le plus important que tu as donné d'un texte, par exemple? Moi, je vois encore la version 17, 18, 19 là, d'un texte que tu as pu déposer. La version il y a eu plus de versions parce que c'était vraiment un immense paquebot à mener. C'est La Divine Illusion. C'est La Divine Illusion, Il y a eu 28 versions. Qui est la vie, La vie de Sarah Bernard à Québec, en 1905, mais la pièce embrassait très large. La pièce embrassait autant le social, l'économique, le religieux, l'art. Et tout ça devait naviguer ensemble jusqu'à, bien sûr, une collision. Alors, ce qui fait que oui, ça a été... puis en plus de ça, c'est 14 acteurs. C'est énorme. Puis moi, j'aime bien qu'un acteur ait quelque chose, au moins dans la pièce, même si c'est un second rôle, qu'il ait son morceau de viande, dans le sens qu'il ne soit pas là en train de faire de la figuration de soldat. Là. Mais tu aurais pu dire Les Feuillettes aussi, qui est quand même une de tes premières Oui, mais il n'y a pas eu pièces. tant de versions que non? ça, Les Feuillettes. Non. Même de création en création? Il y a eu la première version qui s'appelait Le Feuillette, et ensuite, il y a des autres versions, Les Feuillettes, mais il n'y a pas eu tant de création, de versions que ça, dans le sens déposer une nouvelle version avec une nouvelle fin, avec des nouvelles scènes. Non. C'était plutôt de la haute couture. J'aime bien utiliser le terme haute couture quand on parle du travail. Tu sais, le designer va dessiner un costume. Okay? Puis après ça, les artisans vont fabriquer avec les matériaux, avec les tissus, avec... puis c'est fascinant quand tu regardes la haute couture, le nombre de gens qui interviennent sur un seul vêtement. Après ça, il faut quand même qu'il soit ajusté au modèle. Parce que c'est pas du prêt-à-porter. Là. Alors, ce qui fait que j'aime beaucoup, beaucoup cette image-là, qui m'inspire aussi dans mon travail, dans le sens que, oui, j'arrive avec une version qui est, à quelque part, mon premier sketch. Et après ça, parce que n'oublions pas, moi, je trouve qu'en théâtre, il y a quelque chose de formidable, c'est qu'on travaille en collégialité. Et non pas nécessairement, oui, il y a une forme de hiérarchie, parce qu'il faut prendre des décisions à un moment donné. Sauf qu'on travaille avec des gens sensibles, brillants, et c'est formidable lorsque le dialogue est ouvert. Et en passant, écoutez, quand même une chose, ce n'est pas une création collective, c'est quand même moi qui détermine à la fin si oui ou non ce commentaire-là ou cette question-là est valable ou pas. Oui, c'est sûr que tu vas demeurer quand même le maître d'œuvre. Oui. Tu viens de parler de La Divine Illusion et on en jasait en coulisses avant le début de cette rencontre. Tu sais se faire côtoyer à la fois une grande poésie dans tes textes, mais en même temps quelque chose d'assez cru, d'assez dur, mais tout ça sous une forme lyrique. On a parlé de lyrisme. Alors, c'est quoi pour toi le lyrisme au théâtre? C'est la musique. La musique des mots? La musique des mots. Je crois que les mots sont porteurs d'une grande musicalité, d'un rythme. Exemple, vous parlez des feuillettes. Je me suis amusé dans les feuillettes à travailler 4 formes de français, c'est-à-dire 4 approches du français. Les aristocrates français, les nobles français, la littérature avec D'Annunzio, parce qu'il y a des extraits de Gabriele D'Annunzio de son Saint-Sébastien, qui était une œuvre extrêmement fleurie. Fleurie à ce point que j'appelle ça les phrases qui courbent. Dans le sens qu'il y a tellement de mots, il y a tellement d'affaires dans le Ça ploie. Ça ploie. Et le Québécois. Alors, oui. Tu sais, j'ai les deux amoureux, le trio, les 2 Québécois et un Français aristocrate. Alors, j'aimais beaucoup cette espèce de choc musical. Et encore là, je travaille encore à ce qu'il y ait... comment je peux dire? C'est pas j'aime pas de la beat generation, mais j'ai envie que ça... Il y a un rythme dans l'attaque, dans les respirations, dans les répliques, dans les silences. La longueur des phrases. La longueur des phrases et tout ça, c'est comme si je dois avoir véritablement, et je crois foncièrement, la musicalité des mots, ce qui cause souvent un défi par rapport au traducteur.
Oui, bon, on peut en parler de la traduction parce que, bon, on t'a dit tout à l'heure dans la présentation, c'est vous qui l'avez dit, tes œuvres sont jouées partout dans le monde, dans toutes les langues, en fait, dans beaucoup de langues. On sait qu'en anglais, tu as vraiment ta traductrice. Donc, ce long mariage, en fait, ça te permet quand même de développer même une langue commune, qu'elle soit en anglais ou en français. Là. C'est Absolument, avec il nous Linda arrive- Gaborio, qui est vraiment une traductrice C'est incroyable. la meilleure traductrice. C'est la meilleure au monde. Non, mais c'est vrai, quand tu vois les pièces, pour ne parler que d'Embrasse, là, où on le fait, ça a été créé au Théâtre du Nouveau Monde. Tu parles de haute couture, alors Embrasse, c'était définitivement une œuvre sur Et la la haute pièce sera couture. au Centaure. Et elle s'en va au l'année prochaine. Centaure l'année prochaine. Et c'est intéressant de comparer, de voir comment les choses On a- se traduisent. On parle beaucoup avec Linda aussi de la question du souffle et du rythme. Ouais. Parce que des fois, quand j'entends la version en anglais, c'est sûr que c'est une langue totalement différente. La phrase française, tu peux l'attaquer dans un souffle, alors qu'en anglais, tu découpes beaucoup plus. Il n'en demeure pas moins qu'il faut absolument, rythmiquement, qu'on se ressemble, qu'on se rejoigne. Ce qui fait que c'est pas toujours évident, mais c'est drôle parce qu'une autre histoire, mais il va en avoir plein. C'était dans les années après la création des Muses orphelines au Théâtre d'aujourd'hui. Il y a eu cette idée de mon éditeur à Paris de pas adapter ou aménager la pièce en français européen, mais vraiment de la traduire. En français européen? Nous avons traduit, ça existe, les Muses orphelines, si vous l'achetez chez Théâtral, c'est la traduction européenne du québécois. Comment vous avez fait ça? Ben, probablement, c'était avec une grande auteure qui est demeurée une amie, Noël Renaud, Ah, c'est Noël Renaud. qui et à chaque fois, elle disait, quand on arrivait pour travailler, elle disait, bon, on va réécrire ça en bon français. Et c'était extraordinaire parce que mais mon Dieu, j'ai perdu mon souffle. Parce que finalement, la question, c'est que les négations étaient complètes, les structures des phrases, parce que parfois, on a une structure quand même qui est un peu, surtout en québécois, anglo-saxonne. Alors, elle me remettait la structure en français. Alors, ce qui fait que ça a donné quelque chose que je trouve un peu lourdeau, en tout cas tel que moi je le vois, parce qu'à quelque part, il y a cette absence, je trouve, de souffle. Puis peut-être j'ai déjà raconté 1000 fois l'anecdote, mais j'ai envie encore de la raconter. La pièce a été créée à Nantes, environ 6 ou 7 mois après la traduction en français européen. Et Noël m'appelle, elle est allée voir la générale et me dit « Michel Marc, on a un problème, tu sais quoi? Parce que dans la pièce, il y a 4 enfants et il y a la petite, la jeune, qu'on appelle la Mongole du village, autrement dit la petite demeurée. Magnifique rôle. Et elle dit, écoute, ils ont gardé les 3 plus vieux en français européen, ils ont remis Isabelle en québécois. C'est pas vrai. T'es-tu sérieuse? Autrement dit, tu sais, c'est une langue de débile. Ben oui, c'est une langue de mongol. Ce qui fait, ben là, finalement, on a fait retarder la production, ils ont remis Isabelle en français européen, mais c'était comme, ouch! Enfin. Mais en même temps, on voit à quel point ton œuvre est montée en français, disons en France ou dans d'autres pays francophones. Maintenant, ce qui est formidable... Ben non, mais ce que les gens aiment de ton écriture, c'est justement, on va appeler ça ta québécitude, là, mais c'est cette façon que tu as d'écrire en québécois. mais dans 15 une ans langue. plus tard, j'ai eu une revanche extraordinaire avec les Muses orphelines au Tristan Bernard. Ils ont décidé de jouer le texte en québécois Mais oui. et brillamment, sans accent. Alors, ça devenait une langue en soi. Ça devenait vraiment une langue. Et ça a joué 6 mois, ça a fini au Molière. Et en plus de ça, quand je suis allé le voir, les Français me disaient à la fin, « Oh, ça prend 10 minutes à s'adapter. » Ben, je dis, moi aussi, ça me prend 10 minutes à m'adapter, là. La calice de famille. Ciboire de J'aurais aimé être dans la calvaire. salle. Mais ça marchait, ça marchait. Ah, ben j'en suis sûre. En fait. Oui, mais justement, tu vois, le langage québécois, bon, on va penser à des pièces comme Les Muses ou Tom à la ferme, notamment, qui est quand même une des pièces les plus marquantes aussi de À quel moment on parle de la violence? Oui, mais ça va être dans Tom à la ferme. Parce que c'est ça le grand thème, hein? Il y a le thème de la violence. Mais avant ça, dans Tom à la ferme, bien sûr, et tout le passage au cinéma, mais il reste que La Divine Illusion, Christine Reine-Garçon, c'est des pièces où la langue n'est pas nécessairement... Elle est normative. Parce que
Tu mets des personnages historiques en scène. C'est sûr que Sarah Bernard ne va pas s'exprimer comme la Mongole dans Les Muses orphelines. Alors, et c'est quoi cet exercice volontaire d'écriture? Parce que tu es un historien dans l'âme, dans ta manière d'aborder justement soit des projets muséaux, ou t'aimes la recherche, t'aimes ça fouiller, et t'aimes ça le traduire aussi, et pas nécessairement dans une langue que l'on qualifierait de québécoise. Ben, je dirais que chaque projet amène sa musique. On parle de Christine Arène-Garçon. Christine Arène-Garçon, premièrement, le projet venait pas du théâtre, venait du cinéma. Il venait du C'était cinéma. une commande de cinéma. Et finalement, ben, après avoir lu 11 biographies sur Christine de Suède, j'en ai plus appris finalement sur les biographes que sur Christine. Il y a toute cette espèce de langue, de vocabulaire fleuri, de formules, d'époque, de politesse, ça, qui m'ont habité. C'est fait, je dois aller vers ça. Ce qui fait que c'était pour moi capital. En plus de ça, Christine de Suède a écrit des sentences, des maximes en français, parce que la cour de Suède était française. Alors, ce qui fait qu'il y avait... Je me suis vraiment... J'étais une éponge et c'est comme cette musique-là qui devait être présentée. Alors que dans Tom à la ferme, on s'entend, Tom a quand même une façon de parler qui est un peu plus citadine, Oui. alors que C'est le milieu, Francis et Agathe sont vraiment... Mais c'est ton milieu. Mon milieu, C'est le milieu absolument. dont tu vis. Mais par contre, je trouve, peut-être dans les muses, oui, ça s'est senti, mais c'est très, très dur d'écrire, entre autres, la langue d'où je viens, le lac Saint-Jean. Écoutez, je mets un là à chaque fin de phrase. Et en plus de ça, c'est très chantant. Alors, comment écrire cette chanson-là, je ne sais pas, c'est impossible. Ben, tu le sais parce que tu le fais. Oui, mais je ne demande pas aux acteurs de jouer Non, l'accent du lac Saint-Jean. Non, ce serait ridicule. Oui, je pense, tu sais, comme exemple, on peut poser la même question. Je pense que c'est clair. Exemple, qui va reprendre Pélagie, pas Pélagie la Charrette, mais la Sagouine? Parce que c'est pas évident, ça vient avec toute une musicalité. Alors, ce qui fait que et j'ai délaissé tranquillement, pas vite, cette langue de chez nous. Oui, ben justement. Parce qu'elle est trop dure à écrire. Oui, ben, je le comprends. Et c'est un accent aussi. Alors, c'est pas les mots, là, c'est beaucoup l'accent. Oui, ben, allons-y dans la violence. Je pourrais en nommer 2, 3 de pièces où on voit l'évolution, d'ailleurs, dans tes pièces, de Tom à la ferme jusqu'à La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, qui a été adapté pour le petit écran par Xavier Dolan. Mais c'est drôle, je remarque que c'est dans les descriptions de certains, comme tu le fais là, dans ton fragment de roman qui se passe dans un abattoir, en fait, vu par les yeux d'un jeune adolescent. Mais c'est dans les descriptions où je te sens beaucoup plus à l'aise de nommer la violence que dans des rapports. Maintenant, moi, je n'ai pas vu le Tom à la ferme monté par les Brésiliens. Puis ça, tu nous l'as dit, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais la mise en scène, justement, creusait, fouillait cette violence qui est la tienne. Alors, pourquoi par le descriptif, par le narratif, plutôt que par la relation frontale entre 2 ou 3 ou 4 interprètes, là? Oh, je dirais, même sans ça, on peut parler d'Histoire de loi. Oui, je pourrais nommer l'Histoire de loi. Même la pièce où j'ai attaqué le sujet la violence. Sur l'apprentissage de la violence. C'est-à-dire comment un enfant devient violent parce qu'il subit une violence et comprend que c'est le langage pour survivre. Je ne sais pas, je n'attaque pas nécessairement la confrontation verbale, la rage qui fait que, oui, les paroles deviennent violentes, mais c'est vrai que dans le descriptif, je parle beaucoup de la violence physique. Ouais. C'est de cette violence-là que j'ai parlé ou encore la violence des abuseurs. Qu'on pense à la divine illusion, il y a quand même un jeune séminariste qui est abusé là-dedans. Alors, oui, elle est récurrente, elle revient, elle est toujours là, la violence, mais ça fait partie de profondément de la raison pour laquelle j'écris. J'essaie à quelque part, je dis à un moment donné, oui, de l'apprivoiser, mais j'arrive pas à comment je peux dire donc? Ouais, j'ai arrivé à me rendre plus doux par rapport à ça, mais les œuvres sont un exutoire. Je crois foncièrement que les œuvres sont un exutoire.
Et dans le sens, je pense que je n'ai jamais été aussi loin que dans Tom à la ferme. Ah, Tom à la ferme, c'est clair. La violence devient le langage, ça devient le syndrome de Stockholm, ça devient bas-moi, et ça veut dire que tu m'aimes. Et ça parle aussi d'une certaine façon de la violence conjugale, de la violence familiale. Alors, ce qui fait que ça a été... et moi, ce qui m'étonne, c'est que cette pièce que je croyais justement dans mes œuvres atypiques ait cet écho-là international. On se parle, c'est joué ce soir. C'est comme... Et de différentes cultures, tout le monde veut jouer Tom à la ferme. Et ça, ça me fascine parce que des fois, il y a des pièces, tu dis, ah, c'est plus le... Écoutez, je n'ai pas l'air d'un marchand de tapis, là. Il y a des pièces qui c'est plus, ah, mon Dieu, ça intéresse les Allemands. Ah, ça intéresse l'Amérique du Sud. Non, Tom à la ferme, ça intéresse tout le monde, ce rapport-là à la fascination, la domination pour la question de la violence physique et du sadomasochisme ou du masochisme. Quand elle a été jouée en 2017, je suis allé à Kiev, et après ça, j'étais allé à Litz, et excuse-moi, Lviv, et j'essayais de comprendre, parce que c'était aussi très violent, mais j'ai demandé au monde après, mais c'est quoi votre rapport? C'est-tu de la question de l'homosexualité, de l'homophobie? Ils ont dit non, c'est une des plus belles pièces qu'on a vues sur notre rapport de la Russie à l'Ukraine. Ah là là! Ouais. C'était beau parce que le metteur en scène avait travaillé à faire en sorte que Francis ressemblait beaucoup physiquement et tout aux images mythiques du monde prolétaire, les beaux soldats musclés, les travailleurs, toute l'imagerie, en tout cas, du régime soviétique. Alors, c'est fascinant. Voilà. Hey. Ouais. Donc, il y a une dimension politique qui n'est pas nécessairement là quand tu écris, mais... Je pense qu'elle est sous-jacente et tous les auteurs ont cette espèce, oui, de dimension politique, qu'elle soit avouée ou pas nécessairement pamphlétaire ou pas nécessairement didactique, mais on n'est pas né dans des choux, on est né dans une culture, on est né dans des rapports de force, on est né dans... Voilà. Mais justement, tu parlais tout à l'heure de ton jupon qui dépassait, mais on parlait surtout de la Divine Illusion. Le jupon dépasse beaucoup dans la Divine Illusion. Grâce à Sarah Bernard. Grâce à Sarah Bernard. Alors, on parle là pas de violence, mais là, c'est une violence par rapport à la bêtise qui est sous-jacente ou parfois trop visible ou très présente, ça dépend des cultures. Et tu la dénonces. Réserve. Ce qui m'avait fasciné dans la visite de Sarah Bernard à Québec en 1905, décembre 1905, c'est le discours qu'elle a tenu à la fin de la représentation lorsqu'elle s'est adressée directement à l'archevêque. Et c'était comme ce discours-là, mais il ne reste rien de nous. Il ne reste rien de nous. Elle dit, vous êtes la seule chose qui pousse chez vous, c'est la seule chose qui prospère, c'est l'agriculture parce qu'elle pousse. Elle disait, elle a commencé quand même, elle dit, vous êtes des arriérés. Elle a commencé avec cette phrase-là. Puis elle nous a fait une descente aux enfers. Ne cherchez pas pourquoi vous avez ni sculpteur, ni littérateur, ni poète, ni écoute. Il ne restait rien quand elle a fini, là. Mais je trouvais ça formidable que cet électrochoc-là devait être encore rappelé. Dans un monde où on est de plus en plus dans les sens. Mais c'est pas un discours intégral que tu as reproduit. Ah non, j'en ai coupé. Ouais. Mais, ouais? Non, j'ai pas. C'est le discours de Sarah Bernard. Une phrase que j'ai échappée personnellement. Oui, je pense qu'il y en a une au moins. oui, parce que tu faisais passer des messages. Oui, comme tu en fais passer dans Embrasse par le personnage, au niveau de la langue française, de l'expression du français, de comment on parle le français, donc comment on s'identifie. Oui. Sur une scène où... Mais il faut que je fasse attention à ça. Oui, pourquoi il faut que tu fasses attention? Moi, c'est des bouts que j'aime assez dans ton théâtre. Oui, mais je suis là-dedans là, par rapport à la prochaine pièce. Et c'est comme, des fois, j'ai tendance à oublier que c'est le personnage qui parle, c'est pas toi, là. Et c'est sûr que le personnage qui était joué par Alice Pasquale, dans Embrasse, pouvait se permettre, parce que c'est un professeur de français, oui, elle pouvait se permettre cette espèce de charge. Mais dans la pièce, c'était comme... ça demeure encore un morceau qui est un peu un ovni pamphlétaire. Alors, ce qui fait que je travaille beaucoup à couper dans les prochaines pièces. La prochaine. Bon. On lira ça à l'avenir. Il y a aussi cette...
aspect de ton œuvre qui est très, très particulier, selon moi, c'est le fait que tu côtoies tragédie, comédie, parce que tu as écrit des comédies aussi, des comédies d'été, parce que c'est comme ça qu'on qualifie souvent le théâtre d'été, c'est qu'on est là pour faire rire, rire intelligemment. Mais même dans tes pièces plus sérieuses, il y a toujours des moments où on retrouve un Michel Marc très, très habile pour susciter le rire chez le public. Parfois, c'est un rire jaune, c'est un rire critique, c'est un rire intelligent. Mais ça t'habite et j'ai l'impression que tu y tiens à cet aspect-là dans ton écriture. J'y tiens pas, c'est naturel, je sais pas comment le dire. Ils Ça sont vient tout là. seul. Puis des fois, les Muses orphelines, à la création, Brassard, OK? On se met au théâtre d'aujourd'hui, à l'époque, sur la rue Papineau, c'est un sous-sol. Puis on peut même pas voir, nous, la représentation parce qu'il n'y a pas de coulisses. Fait qu'on l'écoute. Je me rappelle, Brassard, moi, on écoutait le petit haut-parleur. Ça rit. Ça rit. Oui. Ça rit. Brassard me regarde, tabarnak. Il dit, on a-t-il écrit une comédie? J'ai dit, non, mais ça me dépasse. Alors ça, les effets d'humour, ils sont involontaires. Vraiment involontaires. Oui. Ah, puis garde, encore les Muses, parce que ça a été c'est un gros succès. Puis finalement, je m'en vais à Düsseldorf voir la production en allemand. Vous savez. Parce que moi, j'étais habitué avec mes jokes, là, finalement. Et il se passe rien. Il y a un ami qui est là, il dit c'est une très mauvaise traduction. Ah! Fait que ça s'est reproduit après, dans sa Cologne, et avec un traducteur qui est encore mon traducteur allemand maintenant, et finalement, troisième phrase, quatrième phrase, mais ça fait OK chez nous. Là. Dans le sens, c'est intéressant parce que le traducteur. Ben oui! Des anecdotes, je peux en raconter. Les Muses orphelines à Rome. À la Fontana Paola. C'est vraiment le théâtre dans une fontaine. Pour moi, il arrive de Montréal, il est complètement mythique et tout. Puis à un moment donné, ça fait, ils ont coupé des phrases. Mon Dieu, ils ont coupé des phrases. Et je me rends compte, ils ont coupé tous les traits d'humour. Et soudainement, à la fin du premier acte, Isabelle rentre et commence un monologue que je n'ai pas écrit. Et Il cordon ombelicale. le cordon ombilical. Ça fait, je n'ai pas écrit ça, moi. Je ne me serais pas vu écrire en plein milieu de la pièce un monologue sur le cordon ombilical. Et c'est comme ça poursuit. Puis, après ça, je vois le metteur en scène, puis je dis, ben voyons, mais vous avez saboté d'ailleurs, ça a créé un problème de droit. Puis je dis, ben oui, vous avez saboté en partie l'œuvre. Il dit, mais on ne rit pas, c'est un drame. Ben, je dis, ben voyons. Pas parce que le personnage s'exprime, Tchekhov a des blagues extraordinaires, Brecht a des blagues extraordinaires, Shakespeare, excusez-moi, je parle de mes collègues immédiats. De tes pères. On s'en est parlé récemment. Ben, Tremblay. Ben non, Tremblay, ben non, tu sais, mais c'est Tremblay, comme c'est bon. un exemple parfait du drame, de la tragédie qui côtoie le rire. Là. Ouais, Et ça fait partie de l'exutoire dont De tu l'exutoire parlais du tout à l'heure. personnage. C'est ça. Ben, c'est comme ça que je le sens, moi. C'est un exutoire Mais par contre, si au c'était tragique. uniquement dans une comment je peux dire, trop volontaire ou trop dans... Surtout que ce qu'on appelle une rupture de ton, parce que ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, oui, la salle rit, mais après ça... Oui, tu viens la chercher plantes avec le couteau. l'émotion, complètement. Excuse-moi. Oui, mais oui, puis c'est probablement ce qui permet... De relancer l'action, Ouais. mais il y a eu comme cette espèce de, je trouve, de respiration du public qui se libère dans un rire. On a parlé en effet, du moins frôlé ou abordé rapidement la violence, mais c'est parce que aussi je sens que, et tu le dis souvent, puis on va aller vers l'opéra, tu parles de musicalité, donc sans doute que l'opéra pour toi c'est un art qui consacre deux aspects de ton inspiration qui sont totalement complémentaires. Mais oui, cet opéra-là, justement, La beauté du monde, je sens aussi que ta quête, c'est de faire en sorte qu'on puisse moins voir, ou en tout cas du moins arriver à exorciser une certaine violence par la beauté. Je t'entends souvent dire ça. Je veux traduire ce qu'est la beauté du monde, même si c'est une beauté cachée, même si je pars de la laideur pour arriver à la beauté. Mais dans la beauté du monde, c'était clair que c'était ça. Bon, il y avait le nazisme qui était la toile de fond. Mais bon, on voit ce qu'on vit en ce moment comme période de guerre et de conflit. Alors, il y a comme un retour du balancier.
Et ça te caractérise. Et ça part de ton petit adolescent couché sur le mur du ciment qui chante une chanson pour faire en sorte que la laideur disparaisse. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que c'est un vrai moteur de création? Moi, je pense que la quête est là. Moi, je peux dire, donc, on demande un peintre a une signature. On ne demande pas de se renouveler à chaque exposition. Il y a une démarche. Alors moi, j'ai toujours revendiqué cette démarche-là en tant qu'auteur, la même démarche que les artistes visuels, dans le sens qu'il y a cette signature-là. Et moi, oui, il y a une quête de beauté, il y a une quête de savoir, il y a une quête parce que je suis un peu naufragé de ça, ou je ne sais pas, mais en écrivant le roman présentement, je retourne à me réconcilier avec des moments qui étaient véritablement des moments de beauté, et peut-être que je les ai annulés par colère avec le temps. Alors je les retrouve, mais il y a toujours cette quête-là de paix, de beauté, je devrais être plus intelligent, là, mais qui amène à faire en sorte que pourquoi les arts existent, pourquoi, exemple, OK, je vais donner un exemple très concret, là. Pourquoi dans une ville comme Montréal, tu es capable de faire de très belles choses, mais il y a toujours un de détails qui fait que, OK, on ne peut pas avoir la beauté, c'est pas dur, ça part d'un arbre qui est magnifique, mais tu as un arbre, je sais pas, de cochonnerie à côté, de signalisation, ça lâche pas. Il y a comme à un moment donné, on n'est pas capable d'être tout simplement beau, avec peu de moyens, avec peu de... C'est une grande question que tu poses. Puis en plus de ça, je crois aussi qu'il y a toute une nouvelle génération, toute une nouvelle immigration qui va nous apprendre à être de plus en plus beaux, je pense. Qui Oui. va nous apporter la beauté qu'ils ont voulu amener ici. Ils n'ont pas seulement voulu amener leur souffrance, ils ont voulu aussi amener une beauté. Je pense qu'il faut être à l'écoute de celle-là. Mais c'est sûr qu'en écrivant un opéra tel que La beauté du monde, c'était comment faire en sorte de protéger ce que les humains font plus beau, C'est l'œuvre d'art. Ouais. Ouais. Passage à l'opéra, justement, parce que c'est pas le seul. Il va y avoir Christine Reine-Garçon qui sera portée sur la grande scène de l'Opéra de Montréal, défendue par une très belle metteuse en scène d'ailleurs, ça va être la première fois que tu vas mieux la connaître, Angela Conrad. Et avec, il faut le dire aussi, l'OSM. Avec l'OSM. Oui. Mais il y a eu les Faluettes. Absolument. Oui, alors, c'est quoi ce rapport-là avec le livret et la musique et le chef d'orchestre et oui, c'est quand même beaucoup de monde qui envahissent une œuvre. Oui, mais mon rôle à moi, c'est quand même de pouvoir arriver avec un livret assez solide, dramaturgiquement parlant. Et en plus de ça, on s'entend que c'est un art, je trouve, global, parce que c'est la musique, c'est le théâtre, ce sont des athlètes pour moi qui chantent, c'est hallucinant, là. Et en plus de ça, c'est que tout ça doit naviguer ensemble. Mais on va mettre tout de suite au premier plan le compositeur. On va à l'opéra pour entendre aussi la musique. Alors, mon rôle, c'est faire en sorte que le livret, et particulièrement, je dirais, les phrases du livret, on puisse les chanter. Dans le cas de La beauté du monde, c'est 3 cas différents, mais dans le sens des Faluettes, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec Kevin March, qui était le compositeur australien. Par exemple, ça, c'était un peu compliqué. C'est un opéra français, le compositeur est anglophone. Alors, il y a eu beaucoup de travail de prosodie, enfin. Et pas au niveau du sens, mais de prosodie, de replacer l'ensemble des syllabes, ce n'est que ça. Avec La beauté du monde, j'avais commencé à faire un acte. C'est bizarre parce que on écrit sans musique. C'est ça. Dans le sens, c'est pas la musique, je t'envoie des pistes, puis écris dessus. Non, ça n'a rien à voir à ça. La musique vient après. On écrit sans musique. Alors, c'est comme avoir la prétention d'avoir l'oreille musicale et s'apercevoir aussi. Je pense que ce que ça vient chercher chez moi, c'est le poète. Bon, c'est ce que j'allais Beaucoup dire. plus que le dramaturge. Ouais, qui fait que il y a une scène particulièrement qui n'existe pas dans la pièce, qui va être dans l'opéra, c'est la présentation des robes. Parce que dans la pièce, Christine présente une robe de France à sa dame de compagnie pour laquelle elle est en amour. Elle lui présente une robe qui est très bleue, qui est très claire,
Sauf que dans tout l'univers luthérien, tout est noir et blanc. Alors, la robe arrive, alors que nous, à l'opéra, il y a plusieurs robes qui rentrent et de couleurs. C'est Un éventail, un cadélioscope. arc-en-ciel. Mais je me suis vraiment amusé à aller chercher les termes les plus compliqués, les plus rares, les plus sophistiqués en vêtements, en passementerie, en accessoires, hein, juste pour la musicalité. Ah, Et ça, je ne pourrais pas me permettre ça au théâtre comme tel. ben non. Alors, en même temps, là, il y a un opéra qui se fait sur Christine. Alors, j'ai fait, OK, avec la musique, je peux exprimer des choses qui sont très difficilement explicables. Les aurores boréales, Ah, la débâcle, la neige. Il y a comme toutes ces choses-là qui sont transportées musicalement, mais transposées musicalement, et moi-même, je m'amuse à faire en sorte que les mots se mêlent à... C'est sûr que, bien sûr, je dois travailler la trame narrative. Je peux vous dire que écrire des cartes pour l'opéra, c'est un méchant contrat. ah oui. Ben oui, parce qu'il arrive avec des concepts philosophiques. Un concept philosophique, ça change plus ou moins. C'est le personnage de Descartes là, qui était, en effet, qui était dans Christine Rennes dans Garçon. Christine Rennes Garçon, qui est Oui. déterminant pour C'est elle. dans- Parce que c'est des toute la concepts notion du philosophiques. libre arbitre. Alors, comment chanter la notion du libre arbitre? Je pense qu'on y arrive. Hey! Ben, c'est un gros exploit, je trouve, parce que... Ah, mais c'est agréable. Oh, ben oui, j'en suis convaincue, mais je suis convaincue que c'est pas la même partie du cerveau qui compose. Non, c'est pas la même chose du tout. C'est ça. Du tout, du tout. Il y a autre chose dans le corps qui se passe pour Et une après ça, écriture de un peu livret. aussi comme en théâtre, de savoir que c'est pas une lettre à la poste, dans le sens qu'on a des ateliers après, on entend. Puis on a eu la chance aussi, grâce à l'Opéra de Montréal, d'avoir 2 lectures d'orchestre avec l'OSM, juste pour nous, juste pour les concepteurs. Alors c'est fascinant d'avoir 72 musiciens qui interprètent ton opéra pour la première fois, mais presque en intimité. Alors ça, c'est un vrai cadeau. Mais grâce à l'Opéra de Montréal, c'est qu'avec nous, après ça, on retourne et on corrige l'orchestration, les mots. Voilà. Eh non, mais ça, tu dois être heureux comme un Ouais, enfant parce que- sur un terrain de jeu quand... Je dois dire que l'opéra, je trouve que comparativement, je ne sais pas, sans dénigrer le théâtre, au contraire, il y a des moments d'extase au théâtre et ou encore au cinéma, que je trouve plus difficile d'ailleurs. Mais l'opéra, c'est plus grand que moi. C'est plus grand que nous. Je ne sais pas comment vous... Ben oui, mais c'est plus grand, certainement. Puis j'ai envie quand même d'écrire des opéras qui peuvent être aussi accessibles. Et ils le sont. Et beaucoup aussi grâce à ton rapport, et là, on peut parler un rapport avec le metteur en scène ou la metteuse en scène pour Christine Rennes Garçon, mais dans le cas de La Beauté du Monde, c'est Florencio, qui comprend bien ce monde-là de l'opéra. Et j'imagine que là aussi, il y a la possibilité de magnifier l'espace. Premièrement, la scène le permet, l'architecture du théâtre le permet, mais en plus, les personnages aussi Ouais. le sont par l'écriture. Mais je dirais qu'à ce moment-là, il y a vraiment une collégialité parce qu'il y a 4 boss. Dans le sens qu'il y a le chef d'orchestre, il y a la metteur en scène, il y a le compositeur et le librettiste. Moi, c'est sûr, je me suis un peu retiré maintenant parce qu'au départ, j'étais très, très présent lorsqu'on avait, entre autres, les ateliers piano seulement avec les chanteurs d'ateliers lyriques. Alors, c'est sûr que là, c'est beaucoup sur la dramaturgie, beaucoup sur... Mais maintenant, tranquillement, pas vite, on se retire, mais on s'aperçoit quand même que dans la communication, ces 4 personnes, et tant mieux, parce qu'il y a une collégialité, puis on s'en va tous dans le même but. Mais des fois, ça peut être l'enfer. Ben, c'était pas l'enfer, les Faluettes, mais ça a été plus difficile, c'est ça, là. Ça a été Ça a été un peu plus difficile à cause de la langue. à cause de la langue. Ouais. Cinéma, comment tu fonctionnes quand tout à coup, parce qu'il y en a eu, là, il y a eu les Muses orphelines, il y a eu les Faluettes, il y a eu Le 8 jusqu'à là. Comme à la ferme. Combien? Je pense que c'est 8. Oh là là! L'histoire de loi. Ah oui, l'histoire de loi, c'est vrai. Voilà, les grandes chaleurs, on en oublie. Ah ben oui, la grande chaleur. Oui. Ben, le cinéma. Tu scénarises pas, là, toi, là? Oui, je fais la Divine Illusion. Là. Ah! Alors, oui, je scénarise. Mais maintenant, c'est comme. Écoute, j'ai pas fait d'école de scénarisation, c'est vraiment une formation empirique. Et ce que j'ai appris quand même, c'est que, étonnamment, même si j'ai écrit la pièce, je suis à la merci et au service de la réalisation. Ce qui veut dire que, entre autres, quelque chose qui est très probant par rapport à ça, les films qui sont des adaptations de mes pièces ne finissent pas comme mes pièces parce qu'il y a... Le réalisateur est un créateur à part entière, c'est son film. D'ailleurs, c'est toujours étrange, cette espèce
paternité de l'œuvre qui passe de Les Foluettes de Michel Marc-Bouchard à L'Élise de John Grayson, Tom à la ferme de Michel Marc-Bouchard, de Tom à la ferme de Xavier Dolan. Alors, c'est comme, oui, alors, il y a une notion d'abandon, mais tu es au service d'eux. Je me suis posé beaucoup la question, pourquoi j'acceptais d'adapter mes œuvres dans ce contexte-là. Et je pense qu'au début, je disais, c'est une façon de poursuivre l'œuvre, de les voir marcher dans des décors naturels, de les voir vraiment prendre le thé en gros plan, ce qu'ils ne peuvent pas faire au théâtre. Et finalement, je me suis aperçu que je pense que là, j'avais un problème d'abandon. Il y a un côté, excusez-moi l'anglicisme, mais vraiment control freak. Et c'était comme, parce que au cinéma, il n'y aura qu'une lecture, alors qu'en théâtre, il va y en avoir une dizaine. Alors que là, il y avait seulement une lecture de la chose. Je pense que j'étais beaucoup plus... et après, j'ai appris à abandonner. Quand Xavier a décidé de faire l'adaptation de Laurier-Gaudreault, où il y avait eu beaucoup de demandes d'adaptation, et j'ai dit, j'ai vraiment deux conditions. La première, c'est que je ne scénarise pas. Et la deuxième, c'est que je ne veux pas que ce soit un film, je voudrais que ce soit une série, parce que c'est impossible de résumer ça en 2 heures dans un film. Tu avais bien raison. Alors, Xavier est absolument d'accord. Mais c'était sa proposition aussi, mais m'apercevoir que, me rassurer en disant, écoute, l'œuvre, elle existe, la pièce existe. Là, ce sont des lectures de ton œuvre qui seront au cinéma. Et c'est des lectures aussi. Moi, parce que chaque réalisateur, c'est une aventure en soi. Oui. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de façon... C'est chaque réalisateur. Ouais. Oui, j'avoue que sur la nuit où Laurier-Gaudreault s'est réveillé, et ça, je trouve que c'est... Je le dis franchement, ouvertement, je trouve que c'est une très mauvaise habitude du cinéma de mettre un peu dans l'obscurité le nom de l'auteur dramatique. Quand c'est inspiré d'une pièce de théâtre, bien sûr. Je trouve que ça passe assez inaperçu parce que tout à coup, ça devient l'œuvre du réalisateur ou de la réalisatrice, alors que fondamentalement, ça part du théâtre. C'est ça qui est beau dans ta démarche. C'est que tu commences au théâtre. Même à l'opéra, ça part du théâtre. Et cette reconnaissance-là que la première mouture, elle est venue d'un créateur de théâtre avec des acteurs de théâtre, avec un auteur de théâtre. C'est à nous de le dire Mais je dirais dans Laurier-Gaudreault, c'est drôle parce qu'à la maison, on appelle ça Xavier Gaudreault. Ben c'est ça. C'est la nuit où Xavier Gaudreault s'est réveillé, tu sais. Ou s'est endormi, on ne sait pas. Non. Enfin, ce que je veux dire, c'est que comme c'était notre deuxième mariage, c'est-à-dire avec Xavier, après Tom à la ferme, partout mon nom a été cité. Alors que dans Tom à la ferme, je n'étais pas cité. Ah bon, ben alors c'est injuste. Comme c'est que notre deuxième mariage a été vraiment cité partout, OK. parce que ça créait une espèce de curiosité. Pourquoi ça tarde-t-il une deuxième fois au même auteur? Ouais. Bon, enfin, c'est une bataille qu'on livre de faire reconnaître là où le théâtre a son importance. Simplement un mot en terminant parce que c'est quand même remarquable pour ceux et celles qui ont suivi le projet dans le Vieux-Montréal comment ça s'appelle déjà? Cité Mémoire. Et il y en a partout. Quand même, oui. Michel Lemieux et Victor Pilon font beaucoup de petits et de chemins avec cette idée géniale et d'autres expositions dans des musées. Ça, c'est comme une vocation d'anthropologue, d'archéologue qui s'est tout à coup perdue. Ça a toujours été Oui, parce que tu es un vrai chercheur. Oui. Écoute, à 17 ans, on s'est ramassé une gang de jeunes pour essayer de sauver le couvent de notre village. Ah! Pendant 2 étés, on a ramassé de l'argent pour essayer de sauver le couvent, puis finalement, ils l'ont mis à terre. Mais c'était le seul bâti. Alors, ce qui fait que j'ai toujours eu une espèce de curiosité d'où je viens. Mais je pense que cette curiosité-là a été quand même transmise par, je l'ai dit tantôt, je viens d'une tradition orale. Ouais. Je viens d'une tradition de conteuses et de conteurs qui m'ont conté l'époque, ce qui fait que ça faisait partie de... Écoute, c'était mon Bob Moran, c'était mon Astérix, c'était mes Tintins, d'entendre parler ma famille, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait, la colonisation, etc., etc. Ça fait que j'ai toujours eu une espèce de fascination pour... On est pogné d'un chou, on a des racines, allons parler. Et Cité Mémoire est un projet en or pour ça. En plus de ça, c'est extraordinaire. On nous a quand même offert d'écrire un poème à la Ville de Montréal Oui. sur ce
qui nous caractérise, c'est-à-dire quelles sont les grandes valeurs que nous partageons encore dans ces tableaux-là. C'est un très beau projet qui, en passant, qui est toujours là, c'est gratuit. Bien On oui, peut aller dans le Vieux-Montréal. avec mais des grands personnages. Maintenant, on fait Pointe-aux-Trembles et on a ouvert cet été Charlevoix. Oui. C'est un cadeau monumental de pouvoir être chez moi, écrire ça, et de savoir que ça projeté sur un mur, ça fait un peu mégalomane ce que je viens de dire, mais ce sont de très beaux projets. Et finalement, en muséo, ben, je pense que mon couronnement de muséologie, c'est quand, ici à la Grande Bibliothèque, Oui. j'ai été concepteur de l'exposition inaugurale au moment de l'inauguration. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà. Oui. Ben écoute, carrière très prolifique et surtout avec une espèce d'éventail assez large de là où tu as touché l'écriture et là où elle nous touche également. Alors, c'est assez impressionnant, Michel-Marc, vraiment. Ben, Je le oui. dis en toute amitié et en toute admiration. J'ai bien fait de Vraiment. venir. Oui, bravo. Merci. Alors, c'est à votre tour d'entrer dans la conversation. Je crois qu'il y a des micros qui sont dans la salle. Alors, je vous invite à vous diriger vers le micro, à vaincre le premier mouvement de retenue et puis à poser vos questions. Oui, madame. Bonsoir, puis merci pour cette soirée, cette discussion. Et puis, avant de poser ma question, j'aimerais vous dire à quel point ça me fait plaisir de vous voir, à la fois Mme Pintal, mais aussi M. Bouchard. L'année passée, lors de votre malaise, j'étais au Saguenay pour le travail. J'ai pensé à vous. J'aurais pensé à vous à Montréal aussi, mais je veux dire, ça m'a encore plus touchée. Donc, et puis, ça me fait tellement plaisir d'entendre parler de vos projets, justement, de romans. On sait que dans 2-3 ans, sûrement au TNM, il va y avoir justement là, une autre production. Donc, et de voir avec Christine Lareine-Garçon là, qui va être présentée à l'Opéra là, très bientôt. Donc, écoutez, je passe avec ma question directement. Depuis tantôt, merci d'avoir mis la table justement là, sur en fait, le domaine de l'opéra, sur d'autres médiums, en fait, que le théâtre, parce que ma question, justement, touchait l'opéra. Et je me demandais si, justement, j'allais sortir du cadre du théâtre, etc. Donc, merci d'avoir mis la table. Écoutez, je me posais une question sur le processus de création à l'opéra. Donc, évidemment, vous en avez fait plusieurs, donc justement, et je pense qu'on est capable de les catégoriser. Donc, vraiment, La beauté du monde, d'un côté. Ensuite, Les Feuilluettes et Christine Lareine-Garçon, parce que justement, c'était des textes que vous connaissiez. Donc, ici, il y a quelques temps, c'était soit après la représentation d'Embrasse le 3e mardi du mois, ou il y a quelques années chez Duceppe, justement, votre discussion avec Guylaine Tremblay, à laquelle, moi, personnellement, j'avais assisté, peut-être d'autres dans la salle aussi. Vous aviez dit que lors de votre processus d'écriture, des fois, vous vous leviez, vous interprétiez vos personnages pour voir un petit peu où est-ce que vous en étiez, quelle était votre rétroaction par rapport à ça pour faire une introspection. Donc, j'imagine qu'à l'opéra, c'est un petit peu plus difficile avec le libret. Donc, vous avez justement les choristes qui sont en arrière, qui chantent peut-être en même temps que les personnages principaux. Donc, comment ça peut se passer? Puis, voilà, commençons par ça. J'en ai d'autres, mais... Oui, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'en théâtre, je peux me lever chez nous, pleurer, me jeter au sol, jouer le tragédien. À l'opéra, par contre, mais je pense que ça va dans la définition même du personnage. Qu'il soit au théâtre, qu'il soit au cinéma, qu'il soit à l'opéra, il faut quand même que moi, je comprenne le parcours psychologique du personnage, que je comprenne le parcours narratif du personnage, alors que les moments où... il y a un moment dans l'opéra de La Reine-Garçon où Christine rejette Héba en disant « Va, distraction, éloigne-toi, distraction », etc. Ben, c'est mieux écrit que ça, là. Et autrement dit, c'est comme la scène qui a précédé m'amène à cette scène-là. Alors, quand Julien reçoit ces textes-là, il est capable de voir dans la continuité de la démarche du personnage où il en est. Mais c'est sûr que je ne suis pas chez nous en train de chanter les airs, mais du moins, j'essaie de vibrer, d'avoir la bonne vibration, en dire, du personnage à ce moment-là, ce qui fait que je dois avoir une espèce de cohérence
j'aurais pas dit narrative, mais une cohérence aussi psychologique, une cohérence où les scènes portent à conséquence sur l'autre. Alors, ce qui fait que après ça, c'est au musicien de le traduire. Ce qui est intéressant, par contre, dans le travail de Julien à l'opéra, c'est que, oui, il va donner la couleur du personnage à ce moment-là, mais lui, il y a une mathématique, une structure qui, elle, englobe l'ensemble. C'est pas seulement... Ce que je trouve formidable en repartant à l'opéra, c'est que à cause de l'orchestre, tu peux avoir 3 interprétations de la chose en même temps. C'est-à-dire, tu peux avoir l'atmosphère, ce qui est dit au niveau basic, et après ça, ce qu'on doit ressentir. Et ça, c'est fascinant parce qu'avec les couches des musiciens, surtout un orchestre de 72 musiciens, ce qui fait que tu as cette espèce de couleur-là à chaque moment qui est polyphonique. Merci beaucoup. Puis je me demandais au niveau, comment dire, pas de l'écriture en soi, mais depuis tantôt, on parle de musicalité des mots, on parle de lyrisme. Est-ce que, justement, une fois que M. Bilodeau met votre texte en musique, au niveau de la prosodie de la langue, au niveau des respirations, est-ce que vous, comment dire, le réécoutez? Est-ce que vous avez justement un dialogue? Est-ce que vous changez entre vous certains aspects? Ah, absolument, ça demeure vivant, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on fait ces ateliers-là, mais des fois, comme exemple, après qu'on a entendu avec l'OSM, je disais parfois, Julien, il y a trop de musique, je perds, je sais que c'est bien beau, là, mais je perds, dans le sens, on peut-tu enlever 2 rangées de violon, on peut-tu juste, et cette communication-là existe, ou des fois, ça fait, ben Julien, là, vas-y, mon homme, vas-y, ça, c'est que mes notes sont plus subtiles que ça, là. Plus précises, mais il ne m'en vient pas. Mais effectivement, il y a un dialogue qui est constant. Mais c'est sûr qu'arriver maintenant à quelques mois des représentations, là, c'est vraiment l'auteur, tu te tais. Parce que c'est une immense machine. Il y a peut-être d'autres questions dans le public? Merci beaucoup. Merci à vous. Questions, commentaires? Oui, voilà. Alors, bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce bel échange. C'était vraiment intéressant. J'ai une question concernant... pour vous, Monsieur Bouchard, auriez-vous accepté la demande de votre éditeur si vous n'aviez pas touché à l'opéra? Et je m'explique. Vous aviez dit que dans l'opéra, c'est plus grand que nous, ça va au-delà de nous. Est-ce que vous avez besoin d'aller au-delà de l'être humain ou de nous pour vous retrouver en vous? Est-ce qu'on a 1 heure? Pouvez-vous préciser un peu? Vous l'avez dit un peu plus tôt, puis vous ne savez pas quand vous allez publier le livre. J'ai l'impression que peut-être que vous remettez à plus tard ou à demain, ou c'est un exercice... Du roman? Oui, le roman. Est-ce que c'est plus laborieux? Puis, est-ce que justement c'était le fait de sortir avec l'opéra de soi, dans la plus grande beauté, dans la plus grande complexité, qui vous a donné peut-être le moteur pour vous retrouver juste vous seul avec vous-même et vos pensées et votre vécu? Non, je pense véritablement c'est l'encadrement de mon éditeur qui m'a dit il faut qu'à un moment donné, tu ailles vers la prose. Et j'ai fait, mais j'ai dit, je ne sais pas faire. J'ai l'impression que je suis un amateur. J'ai l'impression que, alors, ce qui fait que c'est cet encadrement-là qui fait que je le fais. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que, comment je peux dire, l'opéra me ramène, oui, à moi, mais il y a une partie, mon œuvre est étonnamment pudique. Je ne sais pas comment le dire. Ah non, c'est exactement ça. Alors, si je compare, écoutez, on s'entend, on parle si on compare à l'œuvre de Tremblay, mon œuvre est totalement pudique. Je n'ai jamais parlé de ma réalité comme telle, de ma propre famille au Lac-Saint-Jean. Je n'ai pas parlé de mon père, je n'ai pas parlé de... Mais présentement, c'est que j'ai comme besoin de le faire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est ça, vieillir ou d'avoir eu un infarctus, mais c'est comme j'ai envie de le faire et j'ai envie d'explorer... encore là, on parlait de rythme, encore là, je sais que je me suis réconcilié en disant non, tu ne seras pas un auteur austère dans le sens que ça va être musical comme tes pièces.
Alors, ce qui fait que... Mais les projets sont vraiment très différents des projets que ce que j'assiste à l'opéra et ce que je suis en train de faire, qui est quand même quelque chose de très intime où je vais chuchoter à l'oreille des gens, ce que je n'ai jamais fait. Et aussi, il y a une chose, il y a un rapport très de sport extrême au théâtre, dans le sens que les gens prennent l'œuvre et ne peuvent pas la déposer pendant la lecture. Ils sont là jusqu'à la fin. Et par contre, ce qui va être assez, je pense, intéressant, c'est quand on parle de l'œuvre littéraire, c'est qu'on peut, chaque lecteur a son rythme, chaque lecteur a son rapport avec l'œuvre, peuvent la déposer. C'est très difficile de déposer une pièce ou un opéra, ce qui fait que, ouais, c'est ça que je suis en train d'explorer, quelque chose de très intime. Ouais. Merci. Autre question? Oui. Bon, j'ose une question. Est-ce que le jeu vous a déjà intéressé ou vous intéresserait un jour? J'ai joué À Matane. à Matane, à l'Université d'Ottawa. Quand je suis Université sorti de l'Université d'Ottawa. d'Ottawa, j'ai fait une carrière en masque. J'ai fait beaucoup de comédie de l'art avec la vieille 17 à Ottawa. Oh, j'ai fait beaucoup de tournées en masque, mais on dirait que quand j'ai enlevé le masque, plus personne ne m'a engagé. Ça, c'est ma blague. Mais au contraire, on m'invitait beaucoup dans des spectacles où je devais chanter. J'ai joué dans Le mariage de Figaro, j'ai joué dans Shakespeare, dans des brèches. J'étais de la première mouture de la compagnie à l'atelier du CNA à Ottawa. Sauf que j'avais un immense problème de mémoire. C'est un muscle pour les acteurs, la mémoire. Et j'avais énormément de difficultés à mémoriser mes textes. Et quand j'entrais sur scène, j'étais plus effrayé d'avoir un blanc que le trac du public. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait que je suis malheureux dans cette situation-là. Et c'est Brassard qui avait dit « Choisis. Auteur, ben acteur, pas les deux. » Et ça fait bon, ben écoute, je vais poursuivre en tant qu'auteur, mais je n'ai plus jamais rejoué. Ouais. Merci beaucoup. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tu es un excellent communicateur. Alors, souvent, tu te retrouves presque acteur de tes propres œuvres parce que soit que tu les défends publiquement, tu en parles, tu acceptes même Ah oui, j'accepte un jeu. Mais oui, c'est ça, une forme de jeu. Alors, c'est je intéressant. fais un jeu depuis quelque temps, j'ai jamais fait ça. Je suis un peu pas chroniqueur, Mais oui. je suis souvent invité à l'émission dans les médias pour faire le portrait des politiciens. Et j'adore ça parce qu'en passant, les auteurs n'ont pas beaucoup de visibilité, particulièrement les auteurs dramatiques n'ont pas de visibilité à la télé. Il n'y en a pas. Il y a Michel et ça s'arrête là. Alors, ce qui fait que quand on t'offre une espèce d'espace comme ça où je m'amuse dans certains sens à aller parler, cette semaine, c'était Poilièvre. Poilièvre, parler du personnage, comment il s'exprime, comment il se look, comment il démarche, c'est quoi ses réseaux sociaux, tout ça. Alors, j'aime beaucoup ça, mais c'est une question de communicateur. Mais par contre, c'est pas un personnage qui a eu à mémoriser un texte. Mais je comprends la peur. Ouais. Elle habite beaucoup d'acteurs aussi qui passent outre et qui jouent quand même, mais ça fait partie du trac, sans doute. Ouais. Je peux poser une question? Oui. Privilège du micro. Pour un homme de théâtre, à quel moment du processus la solitude intervient? Et quelle est cette qualité, quelle est la qualité particulière de cette solitude? C'est la majorité de mon temps. Mais pourtant, on a l'impression qu'au théâtre, on est très entouré. C'est une solitude peuplée. Non, c'est la majorité de mon temps, je suis seul en train d'écrire. C'est vraiment dès 7h30 le matin jusqu'à 4h, je suis en train d'écrire. Ben, pas tout le temps, mais quand même. Oui, c'est énormément de solitude. C'est un travail qu'aussi, je trouve particulièrement en théâtre, que si quelqu'un rentre chez nous, il va croire que je suis schizophrène parce que je suis en train de me parler, de répondre, ce qui fait que puis j'ai besoin de l'entendre à voix haute. Alors, ce qui fait que, oui, mais c'est énormément de solitude. Quand je parle des ateliers, quand je parle de tout ça, de la collégialité, c'est lorsqu'on est rendu, finalement, avec quelque chose de substantiel qui fait qu'on peut maintenant discuter d'un projet. Il y a un objet. Mais tout le reste, il y a une grande partie chaotique. Là. Il y a une grande partie où pourquoi j'écris sur ça, pourquoi. Et comme j'écris pas véritablement d'œuvres didactiques ou de pamphlets, c'est une continuité avec j'ai le luxe de pouvoir écrire ce qui m'inspire, mes fantasmes. C'est pas des commandes, c'est comme, bon, on m'offre des espaces de création, et c'est comme maintenant de quoi... Puis probablement qu'on va dire, il a écrit toute sa vie la même chose, mais au moins, en tout cas, j'ai eu du fun à le faire. Mais c'est vraiment beaucoup de solitude. Oui.
Solitude que tu recherches aussi. Ah, mais c'est agréable. Oui, moi, je t'envie des fois. Mais qui est même Je dirais, nécessaire. je ne suis pas seul. Ah, oui, c'est ça. Oui. Mais qui est même nécessaire. Absolument. Oui. Oui, question. J'ai trouvé intéressant le fait que vous avez parlé du fait que maintenant, d'écrire un roman, c'était complètement différent que d'écrire du dialogue, alors que je trouve que dans vos pièces, vous avez beaucoup de monologues très intérieurs et que finalement, ce roman-là qui est au jeu rejoint pas mal ce que vous faisiez. Puis donc, ma question, je vais faire un Christian Bégin de moi-même, je vais avoir une question à deux volets. Premièrement, est-ce que vous trouvez que c'est si différent que ça? Parce que vous le disiez, mais en même temps, ensuite, ma deuxième question, ça serait, maintenant que vous nous en avez lu un bout, est-ce que vous vous sentez plus en confiance? Je dirais la grande différence, c'est qu'en théâtre, il y a un personnage. Dans ce que je suis en train de faire, je suis le personnage. Alors, ce qui fait que maintenant qu'il y a une réconciliation avec ça, je pense que je vais beaucoup mieux l'écrire, je vais beaucoup plus accepter que. Puis ce qui m'aide, c'est effectivement, je vous l'ai lu, et ça fait, je pense que mon roman, il va avoir quelque chose de. Je suis en train de parler à un auditoire. Et ça m'a beaucoup réconcilié en disant, ben, j'ai trouvé un peu l'élément de communication qui fait reviens au théâtre, mon homme, reviens au théâtre, reviens à. Mais sauf que le personnage, c'est je. Et avec aussi ce que ça implique, le je, dans cette espèce de réalité-là, qu'il y aura peut-être des dommages collatéraux. Et ça, j'ai aussi à voir à ça. Mais à ce moment-là, c'est pas un roman. C'est une autobiographie, si on peut dire, un peu fictionnelle, parce que quand même, on a envie d'intéresser le monde. Alors, ce qui fait que oui, il y a des éléments qui sont fictionnels, mais la base, c'est vraiment un regard sur ma société. Et j'ai toujours dit à mon éditeur, je n'écrirai jamais après mes 18 ans ce qui m'est arrivé parce que c'est connu. Ah oui, OK. Merci. Ou il fera un livre pour des parmi mes succès. Mais là où je suis d'accord, c'est que dans beaucoup de tes pièces, t'as des... On en sait quelque chose, toi et moi, mais il y a des monologues. Et des bons monologues. Juste la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, le monologue où le personnage révèle ce qui s'est passé, qui était magnifiquement interprété par Éric, d'ailleurs, Bruno. C'est un roman en soi. Tu sais, s'il y avait une forme romanesque, là, ça devient un roman. Alors, t'es pas loin. Tu y touches. Pas loin, mais il faut juste accepter. Je peux pas répéter que c'est moi. Bon, c'est tout. Ouais. Questions, commentaires? Alors? Vous êtes comblés. Alors, ceci mettra fin à cette conversation provisoirement, parce que c'est une conversation qui est appelée à se poursuivre dans nos têtes à chacun d'entre nous. Merci Michel-Marc Bouchard, merci Lorraine Pintal d'avoir mené de maître. Moi, je n'étais que le liant. Et merci à vous du public d'avoir été là. Et puis, longue vie à la littérature et au théâtre. Oui. Merci.